Donc on va lire, la nouvelle Les Clous rouges, écrit par, Robert Howard, donc dans l'univers de Conan. Voilà. Donc chapitre 1 Le crâne sur le rocher. La femme essayait de faire avancer sa monture fourbue. Le cheval ne bougeait pas, jambes largement écartées, tête penchée en avant, comme si même la bride de cuir rouge ornée de glands dorés lui paraissait trop lourde. Elle dégagea un pied botté de l'étrier d'argent et sauta de la selle ouvragée d'or. Elle attacha les rênes à la fourche d'un arbrisseau et se retourna, mains sur les hanches, afin d'examiner le décor qui l'entourait. Il n'était guère engageant. Des arbres géants saignaient le petit bassin où son cheval venait de s'abreuver. Des fourrés gênaient la vue et l'empêchaient d'y voir correctement dans la pénombre de la haute voûte de branches entrelacées. Un frisson spasmodique parcourut ses épaules, et elle poussa un juron. Elle était grande, avait une poitrine opulente, des membres longs et des épaules robustes. Toute sa silhouette témoignait d'une force peu commune, sans toutefois rien noter de la grâce féminine qui se dégageait de son apparence. En dépit de son port et de ses vêtements, tout en elle respirait la féminité. Ses habits semblaient incongrus, étant donné le décor environnant. Elle ne portait pas une jupe, mais d'amples culottes de soie s'arrêtant à une largeur de main au-dessus des genoux, retenues par une large bande de soie enroulée autour de sa taille comme une ceinture. Ses bottes évasées en cuir souple lui arrivaient presque aux genoux, et sa chemise de soie décolletée, aux manches et au col bouffant, complétait son costume. Une épée droite à double tranchant pendait sur une de ses hanches gracieuses, et une longue dague sur l'autre. Ses cheveux blonds et ébouriffés, coupés au carré à la hauteur des épaules, étaient retenus par un bandeau de satin écarlate. Sans le vouloir, elle offrait un tableau pittoresque, se profilant de la sorte sur cette forêt immémoriale dans laquelle elle paraissait curieusement déplacée. Elle aurait dû se tenir sur un fond de nuages marins, de mâts peints et de mouettes tournoyant dans les airs. Il y avait la couleur de la mer au fond de ses grands yeux. Ce qui était somme toute normal car il s'agissait de Valérien, de la Fraternité Rouge, dont les hauts faits sont célébrés par des chants et des ballades partout où se retrouvent les écumeurs des mers. Elle s'efforçait de percer du regard la voûte vert sombre des branches entrelacées et d'apercevoir le ciel, qui devait se trouver plus haut. Mais elle y renonça en marmonnant une imprécation. Laissant son cheval attaché, elle avança à grands pas dans la direction de l'est, jetant de temps à autre un coup d'œil vers le bassin derrière elle afin de garder son chemin en mémoire. Le silence de la forêt la déprimait. Aucun oiseau ne chantait sur les branches hautes, pas un frôlement dans les buissons pour indiquer la présence de petits animaux. Elle avait parcouru des lieues dans un royaume de profond silence, que seul était venu briser les bruits de sa propre fuite. Elle avait étanché sa soif au bassin, mais elle ressentit les affres de la faim et se mit à la recherche de ces fruits dont elle s'était nourrie après avoir épuisé les provisions qu'elle avait emportées dans les fontes de ses selles. Puis elle aperçut devant elle un affleurement de roches sombres, ressemblant à du silex, qui montait vers ce qui avait l'air d'être un promontoire rocheux et que l'on devinait à travers les arbres. Le sommet était peut-être plus élevé que la cime des arbres, et de cette hauteur elle pourrait alors voir ce qu'il y avait plus loin, s'il y avait bien autre chose que cette forêt apparemment sans limite à travers laquelle elle s'enfonçait depuis tant de jours. Une étroite corniche formait une rampe naturelle qui conduisait vers le sommet de cette paroi escarpée. Après être montée d'une 50aine de pieds, elle parvint à la ceinture de feuillage qui faisait le tour du piton rocheux. Des arbres poussaient à quelque distance de celui-ci, mais l'extrémité basse de leurs branches frôlait la roche et elle recouvrait le piton de leur verdure. Elle avança à tâtons dans l'obscurité de ces feuillages,
incapable de voir quoi que ce soit au-dessous ou au-dessus d'elle. Mais elle aperçut peu après un bout de ciel bleu. Quelques secondes plus tard, elle émergeait des ténèbres et se retrouvait sous la lueur vive et chaude du soleil. La voûte de la forêt s'étendait à ses pieds. Elle se tenait sur un large promontoire qui se trouvait à peu près au niveau de la cime des arbres. Un rocher s'élevait en pointe de ce promontoire, dont le sommet était le point culminant du bloc rocheux qu'elle venait d'escalader. Mais ce fut autre chose qui retint son attention. Son pied avait heurté quelque chose dans le lit de feuilles mortes qui tapissait le promontoire. Elle écarta les feuilles du bout du pied et découvrit un squelette humain. Elle parcourut d'un œil expérimenté la forme blanchie, mais ne décela aucune trace d'os brisé ni aucun signe de violence. L'homme devait être mort d'une mort naturelle, mais elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi il avait escaladé un promontoire rocheux aussi élevé afin d'y mourir. Elle se hissa au sommet de la pointe rocheuse et regarda l'horizon. De sa position dominante, la voûte de la forêt ressemblait à un parterre végétal, tout aussi impénétrable vu d'ici qu'en bas. Elle ne parvenait même pas à apercevoir le bassin près duquel elle avait laissé sa monture. Elle jeta un coup d'œil vers le nord, dans la direction d'où elle était arrivée. Elle ne vit que l'océan vert qui ondoyait à perte de vue, et devina une légère ligne bleue au loin, qui marquait l'emplacement de la chaîne de collines qu'elle avait traversée des jours auparavant, avant de s'enfoncer dans cette immensité de verdure. La perspective était identique à l'est et à l'ouest, à l'exception de la ligne bleutée des collines. Mais lorsqu'elle tourna les yeux vers le sud, elle se raidit et retint sa respiration. À 1 mile dans cette direction, la forêt se clairsemait pour s'interrompre brutalement, laissant la place à une plaine parsemée de cactus. Et au milieu de cette plaine se dressaient les murailles et les tours d'une ville. Valeria jura sous l'effet de la surprise. Ceci dépassait l'entendement. Il n'aurait pas été surprenant de voir des habitations humaines, les cases en forme de ruche d'une peuplade noire ou les habitations troglodytiques de la mystérieuse race à la peau brune qui vivait, à en croire les légendes, quelque part dans cette région inexplorée. Mais c'était plus qu'étonnant de tomber sur une cité aux murailles de pierre, ici, à tant de longues semaines de marche des plus proches avant-postes de toute forme de civilisation. Les mains endolories par l'escalade de la pointe rocheuse, elle se laissa glisser sur le promontoire rocheux, perplexe quant à la conduite à adopter. Elle venait de loin, du camp de mercenaires situé au milieu des grandes prairies aux abords de la ville frontière de Soukmet. Ces aventuriers intrépides, issus de nombreuses races, y protégeaient la frontière stygienne des raids qui s'abattaient comme une vague écarlate depuis le Darfar. Sa fuite avait été aveugle. Elle s'était enfoncée dans une contrée dont elle ignorait tout. Et maintenant, elle était partagée entre l'envie irrésistible de galoper tout droit vers cette cité, au milieu de la plaine, et sa prudence instinctive qui l'incitait à faire un vaste détour dans sa fuite solitaire. Ses ruminations furent chassées par le bruissement qui agita les feuilles en contrebas. Elle pivota sur ses talons avec une souplesse toute féline, et sa main se porta vivement sur son épée. Et alors, elle s'immobilisa et écarquilla les yeux en voyant l'homme qui se trouvait devant elle. C'était presque un géant par la taille. Ses muscles saillaient nettement sous sa peau tannée par le soleil. Sa tenue était semblable à la sienne, si ce n'est que sa large ceinture était en cuir et non en tissu. Une épée à large lame et un poignard en pendait. « Conan le Cimmérien !» s'exclama-t-elle. « Que fais-tu à mes trousses, toi ?»
Un sourire carnassier fendit le visage du cimérien dont les farouches yeux bleus, embrasés par une flamme sur laquelle aucune femme ne pouvait se méprendre, parcouraient la superbe silhouette, s'attardant sur la courbe des seins splendides sous la chemise légère, et sur les parties de peau blanche qui apparaissaient entre les culottes et le haut des bottes. « Tu ne le sais donc pas, ricana-t-il. N'ai-je pas assez clairement montré mon admiration pour toi dès l'instant où je t'ai vu pour la première fois ?» Un étalon n'aurait pu l'afficher plus clairement, répondit-elle d'un air dédaigneux. Mais je n'aurais jamais pensé te retrouver aussi loin des barriques d'Al et des marmites de Sukhmet. As-tu vraiment suivi depuis le camp de Zaralo, ou en as-tu été chassé à coups de fouet comme un voleur? Il rit de son insolence et fit jouer ses puissants biceps. Tu sais bien que Zaralo n'avait pas suffisamment de gredins à sa solde pour me chasser du camp à coups de fouet, grimaça-t-il. Bien sûr que je t'ai suivi. Et c'est d'ailleurs bien ta veine, ma fille. Quand tu as poignardé cet officier stygien, tu as perdu la protection et la faveur de Zaralo et tu t'es mise hors la loi aux yeux des stygiens. Je le sais, répondit-elle sur un ton maussade. Mais que pouvais-je faire d'autre? Tu sais bien en quoi a consisté ma provocation. Bien sûr, acquiesça-t-il. Si j'avais été là, je l'aurais poignardé moi-même. Mais quand une femme tient à vivre entourée d'hommes dans un campement militaire, elle doit s'attendre à de telles choses. Valeria frappa le sol du talon de sa botte et poussa un juron. Pourquoi les hommes ne me laissent-ils pas vivre une vie d'homme? La réponse est évidente. Il la dévorait de nouveau avidement du regard. Mais tu as été bien avisé de t'enfuir. Les stygiens t'auraient fait écorcher. Le frère de cet officier t'a suivi, et plus rapidement que tu l'imaginais, je n'en doute pas. Il n'était pas très loin derrière toi quand je l'ai rejoint. Ton cheval était meilleur que le tien. Il t'aurait rattrapé et t'aurait coupé la gorge quelques miles plus loin. Et alors? Demanda-t-elle. Alors quoi? Répondit-il comme intrigué. Le stygien. Mais qu'est-ce que tu crois? Répondit-il sur un ton impatient. Je l'ai tué, bien sûr, et j'ai abandonné sa carcasse au vautour. Toutefois, cela m'a retardé. J'ai presque perdu ta trace quand tu as franchi la crête des collines. Sinon, je t'aurais attrapé depuis longtemps. Et maintenant tu crois que tu vas me ramener de force au camp de Zaralo, se moqua-t-elle. Ne raconte pas d'idiotie, grogna-t-il. Allons, ma fille, ne joue pas les tigresses. Je ne suis pas comme ce stygien que tu as poignardé et tu le sais. Un vagabond sans le sou, se moqua-t-elle. Il la regarda et éclata de rire. Et que crois-tu être? Tu n'as même pas assez d'argent pour te payer de nouveaux fonds de culotte. Ton mépris ne m'impressionne pas. Tu sais parfaitement que j'ai commandé des navires bien plus grands et des équipages bien plus nombreux que tu ne l'as jamais fait. Quant à être pauvre, quel aventurier errant ne l'est pas, la plupart du temps. J'ai dilapidé tellement d'or dans tous les ports du monde que je pourrais remplir un galion avec. Et ça aussi, tu le sais. Et où sont les beaux navires et les courageux marins que tu commandais? Se moqua-t-elle. Au fond des océans pour la plupart, répondit-il allègrement. Les Zingaréens ont coulé mon dernier navire au large des côtes chémites. C'est la raison pour laquelle j'ai rallié les francs compagnons de Zaralo. Je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir au moment où nous avons marché sur la frontière du Darfar. La paix était maigre, le vin aigre, et les femmes noires ne m'attirent pas. Et c'étaient les seuls à venir dans notre camp à Sukhmet, avec leurs anneaux dans le nez et leurs dents limées. Pouah. Pourquoi as-tu rejoint Zaralo? Sukhmet est bien loin des eaux salées. Orto le Rouge voulait faire de moi sa maîtresse, répondit-elle sombrement. J'ai sauté par-dessus bord une nuit et
j'ai nagé vers le rivage. Le navire mouillait près des côtes Cushites au large de Zabella. Là, un marchand chémite m'a dit que Zaralo avait conduit ses franches compagnies dans le sud afin de protéger la frontière avec le Darfar. On ne me proposait rien de mieux. J'ai fait route avec une caravane qui allait vers l'est et suis finalement arrivé à Sukhmet. C'était de la folie de t'enfoncer dans le sud comme tu l'as fait, remarqua Conan. Mais c'était aussi une sage décision, car les patrouilles de Zaralo n'auraient jamais pensé à te chercher dans cette direction. Seul le frère de l'homme que tu as tué a retrouvé par hasard ta piste. Et qu'as-tu l'intention de faire à présent? Demanda-t-elle. De bifurquer vers l'ouest, répondit-il. Je me suis déjà retrouvé aussi loin au sud, mais jamais aussi loin à l'est. De nombreux jours de marche vers l'ouest nous amèneront vers la grande savane où les tribus noires font paître leur bétail. J'ai des amis dans ces tribus. Nous gagnerons la côte et trouverons un navire. J'en ai soupé de la jungle. Alors, mets-toi en route, lui conseilla-t-elle. En ce qui me concerne, j'ai d'autres projets. Ne sois pas stupide. Il se montra énervé pour la première fois. Tu ne peux pas continuer à errer à travers cette forêt. Je le peux si je le décide. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Ça ne te regarde pas, répondit-elle sur un ton cassant. Mais si, répondit-il calmement. Tu crois que je t'ai suivi aussi loin juste pour faire demi-tour et repartir les mains vides? Sois donc raisonnable, ma fille. Je ne veux pas te faire de mal. Il fit un pas dans sa direction, et elle bondit en arrière en faisant jaillir son épée. Arrière, chien de barbare! Je vais t'embrocher comme un cochon rôti. Il s'immobilisa à contre-cœur et lui demanda: Tu veux que je te prenne ce jouet des mains et m'en serve pour te fesser? Des mots, rien que des mots, se moqua-t-elle. Des lueurs pareilles aux reflets du soleil sur les eaux bleues dansaient au fond de ses yeux intrépides. Il savait que c'était la vérité. Aucun homme ne pouvait désarmer Valeria de la fraternité de ses mains nues et vivre pour s'en vanter. Il fronça les sourcils, en proie à des émotions contradictoires. Il était en colère, et pourtant il était également amusé et plein d'admiration devant le caractère de la jeune femme. Il brûlait de l'envie de saisir ce corps splendide et de le serrer violemment dans ses bras d'acier. Mais il ne voulait pas la heurter pour autant. Il était déchiré entre son désir de la secouer violemment et celui de la caresser. Il savait que s'il s'approchait d'un peu trop près, elle lui enfoncerait sa lame dans le cœur. Il avait vu Valeria tuer trop d'hommes lors de raids sur la frontière et de bagarres de taverne pour se méprendre à son sujet. Il savait qu'elle était aussi rapide et féroce qu'une tigresse. Il pouvait bien sûr dégainer son épée et la désarmer en faisant sauter la sienne de sa main. Mais la pensée de croiser le fer avec une femme, même s'il n'avait pas l'intention de la blesser, lui était particulièrement répugnante. « Sois maudite traînée !» s'exclama-t-il dans son exaspération. « Je vais t'arracher les... » Il fit un pas vers elle, emporté par sa passion téméraire, et elle se prépara à porter une botte mortelle. C'est alors qu'un événement soudain et surprenant vint interrompre cet échange tout à la fois périlleux et cocasse. Qu'est-ce que c'est? C'était Valeria qui venait de pousser cette exclamation. Mais tous les deux sursautèrent violemment, et Conan pivota comme un félin, faisant jaillir sa grande épée dans sa main. Dans la forêt avait retenti un horrible concert de hennissements, des chevaux en proie à une terreur abjecte et aux plus grandes souffrances. Le bruit sec d'eau brisée vint se mêler à cette clameur. « Des lions attaquent les chevaux !» s'écria Valeria. « Où as-tu vu des lions ?» siffla Conan les yeux brillants. « As-tu entendu un lion rugir ? Eh bien moi non plus. Écoute ces os qui craquent,
Un lion ne ferait pas un bruit pareil en tuant un cheval. Il se précipita au bas de la rampe naturelle et le suivit. Ils oublièrent au passage leur querelle, mus par l'instinct naturel des aventuriers à s'unir face à un danger commun. Les hennissements avaient cessé lorsqu'ils parvinrent finalement au bas du rocher, se frayant un chemin à travers le voile de verdure qui ceinturait le rocher. « J'ai trouvé ton cheval attaché près du bassin, là-bas, » murmura-t-il, en avançant si silencieusement qu'elle ne se demanda plus comment il avait fait pour la surprendre sur le rocher. « J'ai attaché ma monture à côté de la tienne, et j'ai suivi les empreintes de tes bottes. Maintenant regarde. » Ils avaient émergé de la ceinture de feuillage et regardaient en contrebas, dans les profondeurs de la forêt. Au-dessus d'eux, la voûte verdâtre avait tendu son sombre baldaquin. Au-dessous, la lumière du soleil filtrait juste assez pour former un crépuscule couleur de jade. À quelques dizaines de pas de là, les gigantesques troncs étaient sombres et comme irréels. Les chevaux devraient se trouver juste derrière ce fourré, là-bas, murmura Conan si doucement que sa voix aurait pu être une brise soufflant à travers les branches. Écoute. Valeria avait déjà entendu. Un frisson glacé parcourut ses veines, et elle posa inconsciemment sa main pâle sur le bras musclé et bronzé de son compagnon. D'au-delà du fourré, ils entendirent le craquement sec d'os et de déchirement des chairs, mêlé aux échos de mastication et de salivation d'un horrible festin. Des lions ne feraient pas un bruit pareil, murmura Conan. Quelque chose est en train de dévorer nos chevaux. Mais ce n'est pas un lion. Crom. Le bruit cessa soudain, et Conan proféra un juron à demi étouffé. Une brise soudaine venait de se lever derrière eux et souffler droit vers l'endroit où l'assassin invisible était dissimulé à leur vue. Le voilà, murmura Conan en levant son épée à mi-hauteur. Le fourré s'agita violemment, et Valeria s'agrippa au bras ferme de Conan. Bien qu'ignorant tout de la jungle, elle savait cependant qu'aucun animal de sa connaissance n'aurait pu secouer les buissons de la sorte. Il doit être aussi gros qu'un éléphant, murmura Conan en écho aux pensées de la jeune femme. Que diable! Sa voix s'effilocha, et il se tut complètement en un silence hébété. Une tête de cauchemar et de démence venait d'apparaître à travers les taillis. Les mâchoires grimaçantes découvraient des rangées de défenses jaunies dégoûtant de sang. Au-dessus de la gueule béante se trouvait un museau semblable à celui d'un saurien. Des yeux énormes, ressemblant à ceux d'un python, mais grossis 1 millier de fois, fixaient sans ciller les 2 humains pétrifiés qui s'accrochaient au rocher au-dessus de lui. Du sang coulait de sa gueule, maculant ses lèvres scameuses et flasques. Sa tête, plus grosse que celle d'un crocodile, était arquée au bout d'un long cou écailleux sur lequel était hérissée une rangée de pointes en dents de scie. Derrière ce cou, écrasant les bruyères et les jeunes arbres, s'avançait lourdement un corps de titan au torse bombé, posé sur des pattes absurdement courtes. Son ventre blanchâtre balayait presque le sol, et le cou crénelé de pique était trop haut pour que Conan l'atteigne sur la pointe des pieds. Une longue queue pointue, pareille à celle d'un scorpion aux proportions gigantesques, traînait à sa suite. « Remonte sur le rocher, vite !» aboya Conan en repoussant la fille derrière lui. « Je ne pense pas qu'il puisse grimper ici, mais il peut se mettre sur ses pattes arrière et nous atteindre. » Piétinant les arbustes et arrachant les buissons, le monstre s'avança lourdement à travers les fourrés et ils refluèrent vers le haut du rocher comme des feuilles chassées par le vent. Au moment où Valeria plongeait dans l'écran de verdure, un coup d'œil en arrière lui montra le titan qui se dressait terriblement sur ses pattes arrière, comme Conan l'avait prédit. À cette vue, elle fut gagnée par la panique. Dressé ainsi,
le grand animal féroce semblait plus gigantesque encore, et sa tête au museau camus dépassa des arbres. Puis la main de fer de Conan se referma sur le poignet de Valeria, et elle fut violemment tirée en avant dans l'océan aveuglant de verdure. Elle se retrouva de nouveau sous la chaude clarté du soleil, juste au moment où le monstre abattait ses pattes de devant sur le python avec un impact qui fit vibrer la roche. Dans le dos des deux fugitifs, la tête gigantesque fendit les branches et creva la cime des arbres et, l'espace d'un instant effroyable, Conan et Valeria virent la tête de Cauchemar s'encadrer au milieu des feuilles vertes, les yeux flamboyants et les mâchoires béantes. Puis les crocs géants claquèrent et se refermèrent sur le vide, et la tête se renfonça, disparaissant de leur vue comme si elle venait de s'enfoncer sous l'eau. En regardant à travers les branches brisées qui jonchaient le rocher, Conan et Valeria virent la créature, accroupie sur ses pattes arrière au pied du promontoire rocheux, les regardant de ses yeux qui ne clignaient pas. Valeria frissonna. « Combien de temps penses-tu qu'il va rester accroupi comme ça ?» Conan donna un coup de pied dans le crâne qui gisait sur le tapis de feuilles. Celui-ci doit avoir grimpé jusqu'ici pour lui échapper, ou échapper à un de ses congénères. Ses os ne sont pas brisés. Cette chose doit être un dragon, pareil à ceux dont parlent les légendes des Noirs. Si c'est bien le cas, il ne bougera pas d'ici avant que nous soyons morts tous les deux. Valeria le regarda d'un air absent, oubliant son ressentiment. Elle repoussa la vague de panique qui menaçait de la submerger. Elle avait fait la preuve de son courage téméraire 1 millier de fois lors de féroces batailles sur mer et sur terre, sur les ponts dégoulinants de sang de vaisseaux de guerre en proie aux flammes, dans les assauts de cités fortifiées, et sur les plages où les hommes intrépides de la fraternité rouge piétinaient le sable et s'entretuaient à coups de poignard dans leur lutte de pouvoir. Mais le sort qui la guettait désormais glaçait le sang dans ses veines. Un coup de coutelas dans le feu de la bataille n'était rien, mais rester assise et impuissante sur un rocher désolé jusqu'à en mourir de faim, assiégée par une monstrueuse survivance d'une ère révolue. Cette pensée envoyait des ondes de panique au tréfonds de son âme. « Il devra partir pour boire et manger, » dit-elle d'un air impuissant. « Il n'aura pas besoin d'aller bien loin pour faire l'un et l'autre, » lui fit remarquer Conan. « Il vient tout juste de se gorger de viande de cheval et, tout comme un serpent, il peut rester longtemps avant d'avoir besoin de manger ou de boire de nouveau. Mais il semble bien qu'il ne s'endort pas après avoir mangé, comme le ferait un véritable serpent. De toute façon, il ne peut pas gravir ce rocher. » Conan parlait sur un ton calme. C'était un barbare, et la formidable patience des immensités sauvages et de leurs enfants était tout autant partie intégrante de sa personnalité, que ses pulsions charnelles et ses rages. Il pouvait endurer une situation telle que celle-ci avec un stoïcisme impensable pour un civilisé. « Ne pourrions-nous pas nous enfuir par les arbres, en passant d'une branche à l'autre comme les singes ?» demanda Valeria sur un ton désespéré. Il secoua la tête. « J'y ai pensé. Les branches qui touchent le rocher juste au-dessous de nous sont trop fines. Elles se briseraient sous notre poids. De plus, j'ai dans l'idée que ce démon pourrait déraciner tous les arbres des alentours. Eh bien, allons-nous rester assis ici sur nos fesses jusqu'à ce que nous mourions de faim, comme ça ?» s'écria-t-elle furieuse en donnant un vigoureux coup de pied dans le crâne et l'envoyant rouler de l'autre côté du rocher. « Il n'en est pas question. Je vais descendre et lui trancher sa satanée tête. » Conan s'était assis sur une saillie de la roche, au pied de la pointe de pierre. Il posa un regard admiratif sur les yeux enflammés de la jeune fille et sur sa silhouette tendue et frémissante.
Mais, comprenant qu'elle était prête à tout dans sa folie, il ne laissa rien transparaître de son admiration quand il s'exprima. « Assieds-toi » grogna-t-il, l'attrapant par le poignet et l'attirant sur ses genoux. Elle fut trop surprise pour résister, alors qu'il saisissait l'épée de la jeune femme et la remettait dans son fourreau. « Reste assise. Ne bouge pas et calme-toi. Tu ne réussirais qu'à briser ta lame sur ces écailles. Il te goberait d'un seul coup, ou briserait ton corps comme une coquille d'œuf avec sa queue écailleuse. Nous nous tirerons de ce pétrin d'une façon ou d'une autre, mais nous n'y arriverons pas en nous faisant boulotter. » Elle ne répondit rien, et ne chercha pas non plus à repousser le bras qui enserrait sa taille. Elle était effrayée, et c'était là une sensation nouvelle pour Valéria de la Fraternité Rouge. Elle resta donc assise sur les genoux de son compagnon, ou de son ravisseur, avec une docilité qui aurait étonné Zaralo, lui qui l'avait rejetée en la traitant de diablesse échappée du sérail de l'enfer. Conan jouait machinalement avec les boucles blondes de la jeune fille, semblant uniquement préoccupé par sa conquête. Ni le squelette à ses pieds, ni le monstre accroupi en contrebas ne troublaient son esprit ou n'émoussaient l'intérêt qu'il lui portait. Les yeux sans cesse en mouvement de la jeune fille, fouillant les feuillages en contrebas, découvrirent des taches de couleur au milieu du vert. Il s'agissait de fruits, de gros globes rouges foncés suspendus aux branches d'un arbre dont les larges feuilles avaient une teinte verte particulièrement intense et éclatante. Elle prit conscience de sa faim et de sa soif, bien que cette dernière ne l'ait pas assaillie avant qu'elle comprenne qu'elle ne pouvait plus descendre du promontoire rocheux pour trouver de l'eau et de la nourriture. « Nous ne sommes pas condamnés à mourir de faim, » dit-elle. « Nous pouvons prendre ces fruits. » Conan regarda dans la direction qu'elle indiquait. « Si nous en mangions, nous n'aurions plus besoin de la morsure du dragon, » grogna-t-il. « Il s'agit de ce que les Noirs de Kush appellent les pommes de Derketa. Derketa est la reine des morts. Bois un peu du jus de ce fruit, ou renverse-en un peu sur ta peau, et tu seras morte avant d'avoir fini de dévaler ce rocher. » Oh, elle retomba dans un silence consterné. Il ne semblait y avoir aucune échappatoire à leur situation, songea-t-elle lugubrement. Elle ne voyait pas comment elle pourrait s'en sortir alors que Conan ne semblait intéressé que par sa taille souple et ses tresses bouclées. S'il essayait de réfléchir à un plan d'évasion, il n'en laissait rien paraître. « Si tu ôtes tes mains suffisamment longtemps pour grimper tout en haut de ce rocher, dit-elle alors, tu verras quelque chose qui te surprendra. » Il lui lança un regard interrogateur, puis obéit d'un haussement de ses puissantes épaules. Après avoir grimpé tout en haut de l'aiguille rocheuse, il regarda au loin, par-dessus la voûte des arbres. Il resta silencieux un long moment, immobile telle une statue de bronze sur un socle de pierre. « C'est une cité fortifiée bâtie en pierre, pas de doute là-dessus, » murmura-t-il alors. « C'est là que tu allais quand tu as essayé de m'expédier seul vers la côte. Je l'ai vue juste avant que tu arrives. Je n'en connaissais pas l'existence quand j'ai quitté Sukhmet. Qui aurait pensé trouver une ville ici? Je ne pense pas que les Stygiens se soient jamais aventurés aussi loin. Se pourrait-il que des tribus noires aient érigé une ville comme celle-ci? Je n'aperçois aucun troupeau sur la plaine, aucune trace de culture et je ne vois personne bouger. Comment pourrais-tu arriver à voir tout cela à cette distance? Demanda-t-elle. Il haussa les épaules et se laissa retomber sur le promontoire. Eh bien, les gens qui habitent dans cette ville ne peuvent nous être d'aucun secours à l'heure actuelle. Et peut-être ne nous aideraient-ils pas même s'ils le pouvaient. Les habitants des contrées noires sont généralement hostiles aux étrangers. Ils nous transperceraient probablement de part en part à coups de lance. Il s'interrompit soudain et resta silencieux,
comme s'il avait oublié ce qu'il était en train de dire, et fronça les sourcils en regardant les globes écarlates qui brillaient parmi les feuilles. « Un coup de lance, murmura-t-il. Quel imbécile je fais de ne pas y avoir pensé plus tôt. C'est bien la preuve de l'effet que produit une jolie femme sur l'intelligence d'un homme. De quoi parles-tu ? Lui demanda-t-elle. Sans répondre à sa question, il descendit jusqu'à la ceinture de feuilles et regarda à travers. Le grand monstre était accroupi en dessous, les yeux levés vers le promontoire rocheux avec toute la terrible patience des reptiles. Un de ses congénères avait peut-être regardé un de ses ancêtres troglodytes de la même façon, juché lui aussi au sommet d'une pointe rocheuse, à l'aube mystérieuse de l'humanité. Conan le maudit sans toutefois s'emporter, et entreprit de couper des branches, tendant les bras pour les sectionner aussi près du tronc que possible. Les branches qui s'agitaient inquiétèrent le monstre. Il se dressa sur ses pattes arrière, et cingla les airs de sa queue hideuse, cassant net les arbrisseaux comme s'il s'était agi de cure-dents. Conan le regardait prudemment du coin de l'œil, et au moment où Valeria pensait que le dragon allait se jeter une nouvelle fois contre le rocher, le cimérien recula et se hissa au sommet du promontoire avec les branches qu'il venait de couper. Il y en avait 3, de minces tiges d'environ 7 pieds de long, guère plus épaisses que son pouce. Il avait également coupé plusieurs longueurs de vignes sauvages fines et résistantes. Des branches trop fines pour en faire des manches de lance, et des vignes pas plus épaisses que des cordelettes, fit-il remarquer en montrant le feuillage autour du promontoire rocheux. Elles ne pourraient jamais supporter notre poids. Mais l'union fait la force. C'est ce que les renégats aquiloniens avaient l'habitude de nous dire, à nous autres cimériens, quand ils venaient dans les collines pour lever une armée afin d'envahir leur propre pays. Mais nous nous battons toujours par clans et par tribus. Que diable tout ceci a-t-il à voir avec ces bouts de bois ? Demanda-t-elle. Attends, et tu vas comprendre. Il assembla les bouts de bois et cala la lame de son poignard à l'une des extrémités. Puis il entoura le tout avec les sarments et lorsqu'il eut terminé, il disposait d'une lance puissante, dotée d'un solide manche de 7 pieds de long. « À quoi bon ? Demanda Valeria. Tu m'as dit qu'une lance ne parviendrait jamais à percer ses écailles. Tout son corps n'est pas recouvert d'écailles, répondit Conan. Il y a plus d'une façon d'écorcher une panthère. Après être descendu jusqu'à atteindre l'extrémité du feuillage, il leva la lance et enfonça délicatement la lame dans l'une des pommes de Derketa, s'écartant afin d'éviter les gouttes rouges sombres qui tombaient du fruit transpercé. Puis il retira la lame et montra à Valeria l'acier bleuté maculé de taches rouges sombres. « Je ne sais pas si ça fera l'affaire, dit-il. Il y a assez de poison là-dessus pour tuer un éléphant, mais... Puis, nous verrons bien. » Valeria se tenait dans son dos quand il se laissa descendre entre les branches. Tenant précautionneusement la lance empoisonnée loin de lui, il passa sa tête à travers les branches et interpella le monstre. « Que fais-tu donc à attendre en bas, rejeton bâtard de parent douteux ?» fut l'une de ses questions les plus décentes. « Enfonce donc ta tête hideuse par là une nouvelle fois, espèce de brute au grand cou. À moins que tu veuilles que je descende et que je te la détache à coups de pied dans ton épine dorsale illégitime. » Cela ne s'arrêta pas là, et certaines de ces interjections firent ouvrir de grands yeux à Valeria, en dépit de l'éducation profane qu'elle avait reçue parmi les écumeurs des mers. Et cela produisit l'effet escompté sur le monstre. Comme les jappements incessants d'un chien irritent et mettent en rogne des animaux ordinairement plus silencieux, la voix sonore d'un homme déclenche un sentiment de peur chez certaines bêtes et une rage démentielle chez d'autres. Soudain, avec une vitesse terrifiante, la brute titanesque se redressa sur ses puissantes pattes arrière
tendant son cou et le reste de son corps dans un effort frénétique pour atteindre ce pygmée vociférant, dont les cris dérangeaient le silence primordial de son antique royaume. Mais Conan avait estimé la distance avec précision. À quelques 5 pieds en dessous de lui, la puissante tête jaillit soudain à travers les feuilles avec un bruit terrifiant, mais en vain. Et tandis que sa gueule monstrueuse s'ouvrait aussi largement que l'aurait fait celle d'un grand serpent, Conan enfonça sa lance dans l'angle rouge que formait la jointure de la mâchoire. Il frappa de toute la force de ses bras, enfonçant la longue lame du poignard jusqu'à la garde dans la chair, traversant muscles et os. Les mâchoires se refermèrent instantanément en claquant, sectionnant le triple épieu et manquant de justesse de faire basculer Conan de son perchoir. Il serait tombé si la jeune fille derrière lui ne l'avait pas attrapé par la ceinture en un geste désespéré. Il s'agrippa à une saillie rocheuse à travers les feuilles et grimaça en remerciant la jeune femme. Au niveau du sol, le monstre s'agitait dans un sens et dans l'autre comme un chien ayant du poivre dans les yeux. Il balançait sa tête d'un côté et de l'autre, et ne cessait d'ouvrir toute grande sa gueule. Puis il posa une de ses gigantesques pattes avant sur le manche de la lance, et parvint à arracher la lame. Il releva la tête d'un geste violent, mâchoire grande ouverte, crachant du sang, et regarda vers le haut du rocher avec une fureur si intense et pleine d'intelligence que Valeria en trembla et dégaina son épée. Les écailles de son dos et ses flancs virèrent d'un brun terne à un rouge vif. Mais le plus horrible fut que le monstre rompit son silence. Les cris qui sortirent de ses mâchoires dégoulinantes de sang ne ressemblaient à ceux d'aucune autre créature terrestre. Avec des rugissements rauques et grinçants, le dragon se jeta contre le promontoire rocheux qui était la citadelle de ses ennemis. Encore et encore, sa puissante tête fendit les branches, mais ses mâchoires ne rencontrèrent que le vide. La créature se jeta sur le rocher avec une telle force qu'il vibra de la base au sommet. Se dressant sur ses pattes arrière, elle le saisit avec ses pattes de devant comme le ferait un être humain et s'attaqua à la base comme s'il s'était agi d'un arbre. Cette démonstration de fureur primitive glaça le sang dans les veines de Valeria. Mais Conan était lui-même trop proche du primitif pour ressentir autre chose qu'un intérêt plein de compréhension. Pour le barbare, il n'y avait aucun abîme entre les humains comme lui et les animaux, à la différence des conceptions de Valeria. Pour Conan, le monstre en contrebas n'était qu'une forme de vie qui différait de la sienne avant tout dans sa forme physique. Il lui attribuait des caractéristiques semblables aux siennes et ne voyait dans sa fureur qu'une contrepartie de ses propres colères, et dans ses rugissements et ses beuglements, les équivalents reptiliens des imprécations qu'il lui avait lancées. Parce qu'il ressentait une forme de parenté avec toutes les créatures sauvages, y compris les dragons, il lui était impossible de ressentir l'horreur et le dégoût qui avaient assailli Valeria quand elle avait vu la férocité de la créature. Il resta assis à la regarder tranquillement, montrant du doigt les différents changements qui étaient en train de s'opérer dans ses rugissements et ses mouvements. Le poison commence à faire effet, dit-il d'une voix assurée. Je ne le pense pas. Pour Valeria, il semblait ridicule de penser que quelque substance, aussi mortelle soit-elle, pouvait avoir un quelconque effet sur cette montagne de muscles et de rage. Il y a de la douleur dans sa voix, déclara Conan. Au début, il était tout simplement énervé à cause de la douleur aiguë dans sa mâchoire, mais là, il sent la morsure du poison. Regarde, il vacille. Il sera aveugle d'ici quelques minutes. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Le dragon venait de tituber et de s'avancer maladroitement avant de s'écraser dans les buissons dans un grand fracas.
Est-il en train de s'enfuir? Demanda Valéria mal à l'aise. Il se dirige vers le bassin, dit Conan en bondissant, galvanisé et prêt à agir sur l'instant. Le poison lui a donné soif. Viens, il sera aveugle dans quelques instants, mais il pourra toujours retrouver son chemin jusqu'au pied du rocher grâce à son odorat. Et s'il nous y flaire encore, il restera assis là jusqu'à ce qu'il meure. Et ses congénères pourraient être attirés par ses cris. En avant. En bas? Demanda Valéria terrorisée. Bien sûr. Nous allons gagner la ville. Ils nous couperont peut-être la tête là-bas, mais c'est notre seule chance. Nous rencontrerons peut-être 1 millier d'autres dragons en chemin, mais c'est la mort assurée si nous restons ici. Si nous attendons jusqu'à ce qu'ils meurent, nous risquons d'avoir à en découdre avec une douzaine de ses congénères. Suis-moi et vite. Il descendit la rampe aussi rapidement qu'un singe, ne s'arrêtant que pour aider sa compagne moins agile que lui et qui, jusqu'à ce qu'elle voie le cimérien descendre, s'était imaginé être l'égal de n'importe quel homme pour se hisser en haut des gréements d'un navire ou de la paroi d'une falaise. Ils descendirent dans l'obscurité sous les branches et glissèrent à terre en silence, même si Valéria était convaincue que les battements de son cœur s'entendaient de très loin. Un bruit sonore de lapements et de gargouillis de l'autre côté de l'épée fourrée indiquait que le dragon s'abreuvait au bassin. Dès que son ventre sera plein, il fera demi-tour, murmura Conan. Il faudra peut-être des heures pour que le poison le tue, s'il le tue. Quelque part au-delà de la forêt, le soleil avait commencé à sombrer vers l'horizon. La forêt était une zone brumeuse et crépusculaire d'ombres noires et de sombres paysages. Conan agrippa le poignet de Valéria et s'éloigna du rocher en glissant. Il faisait moins de bruit qu'une brise soufflant entre les troncs d'arbres. Mais Valéria eut le sentiment que ses bottes souples révélaient leur fuite à tous les habitants de la forêt. Je ne pense pas qu'il puisse suivre des empreintes, marmonna Conan. Mais si le vent lui apporte notre odeur, il pourrait alors nous débusquer. Mitra fasse que ce vent ne se mette pas à souffler, soupira Valéria. Son visage n'était qu'un pâle ovale dans la pénombre. Elle saisit fermement son épée dans sa main libre. Mais le contact de la poignée recouverte de cuir vert ne réussit qu'à lui faire ressentir un sentiment d'impuissance. Ils étaient encore à quelque distance de la lisière de la forêt lorsqu'ils entendirent des craquements et des piétinements derrière eux. Valéria se mordit les lèvres pour réprimer un cri. « Il est sur notre piste », murmura-t-elle sur un ton farouche. Conan secoua la tête. Il ne nous a pas sentis sur le rocher, et il nous cherche au hasard dans la forêt, essayant de flairer notre odeur. Viens, c'est la ville ou rien désormais. Il pourrait déraciner n'importe quel arbre que nous escaladerions, si seulement le vent continue à ne pas se lever. Ils avancèrent silencieusement jusqu'à ce que les arbres commencent à se clairsemer devant eux. Dans leur dos, la forêt était un océan de ténèbres impénétrables. Le craquement titanesque se faisait toujours entendre derrière eux, comme le dragon avançait maladroitement dans sa recherche erratique. « Voici la plaine en face de nous », soupira Valéria. « Encore un peu et nous... »« Chrome », jura Conan. « Mitra », murmura Valéria. Le vent venait de se lever, soufflant du sud, les dépassant et atteignant la forêt noire derrière eux. Un terrible rugissement ébranla instantanément les bois. Les craquements et les piétinements désordonnés laissèrent la place à un fracas régulier, comme le monstre surgissait tel un ouragan, fonçant sur l'endroit d'où lui parvenait l'odeur de ses ennemis. « Cours !» lança Conan d'un ton cassant, ses yeux flamboyants comme ceux d'un loup pris au piège. « C'est tout ce qu'il nous reste à faire. » Les bottes de marin ne sont pas faites pour une course rapide, et une vie de pirate n'est pas un bon entraînement à la course à pied.
Après avoir parcouru quelques centaines de pas, Valeria haletait et son allure était devenue incertaine. Derrière eux, le piétinement laissa la place à un roulement de tonnerre comme le monstre surgissait du sous-bois et s'élançait sur le terrain découvert. Les bras de fer de Conan étaient passés autour de la taille de la jeune femme, et il la soulevait à moitié. Ses pieds touchaient à peine le sol alors qu'elle courait, à demi-portée, à une vitesse qu'elle n'aurait jamais pu atteindre seule. S'il parvenait à rester hors d'atteinte du monstre pendant quelque temps, peut-être ce vent traître tournerait-il. Mais le vent ne changea pas de direction, et un rapide coup d'œil par-dessus son épaule montra à Conan que le monstre les avait presque rejoints, fondant sur eux comme une galère poussée par un ouragan. Il poussa Valeria sur le côté, l'écartant avec une force qui l'envoya rouler à une dizaine de pas, puis s'écrouler au sol en une masse inerte au pied de l'arbre le plus proche. Le cimérien fit demi-tour pour faire face au titan qui arrivait sur lui dans un grondement de tonnerre. Convaincu que l'heure de sa mort était venue, le cimérien agit suivant son instinct et se jeta droit sur l'horrible gueule qui s'approchait de lui. Il bondit, frappant comme un chat sauvage, et sentit sa lame s'enfoncer profondément dans les écailles qui protégeaient le formidable museau, puis un impact terrifiant l'envoyait à terre. Il roula sur une cinquantaine de pieds, finissant le souffle coupé et à moitié mort. Comment le cimérien, sonné, parvint à se remettre sur ses pieds, même lui n'aurait su le dire. Mais ses seules pensées étaient pour la jeune femme qui gisait, étourdie et sans défense, pratiquement sur le passage de ce démon lancé à vive allure. Avant même d'avoir repris son souffle, il se tenait déjà au-dessus d'elle épée en main. Elle gisait là où il l'avait envoyée, s'efforçant de se rasseoir. Les dents de la créature ne l'avaient pas lacérée, elle n'avait pas été piétinée. C'était une épaule ou une patte antérieure qui avait heurté Conan et le monstre aveugle avait poursuivi sa course, oubliant les proies dont il avait suivi l'odeur dans la soudaine douleur de son agonie. Il continua à courir dans un fracas de tonnerre, jusqu'à ce que sa tête s'écrase contre un tronc gigantesque qui se trouvait sur son passage. L'impact déracina l'arbre et dut réduire en bouillie la cervelle dans cette tête difforme. Arbre et monstre s'abattirent à terre en même temps, et les deux humains abasourdis virent les branches et les feuilles secouées par les convulsions de l'animal qu'elles dissimulaient à leur vue. Puis les mouvements cessèrent complètement. Conan aida Valeria à se relever, et ils s'éloignèrent tous les deux dans une course chancelante. Quelques secondes plus tard, ils émergeaient sur la plaine, silencieuse et déserte dans le crépuscule. Conan s'arrêta un instant et jeta un coup d'œil en arrière, en direction de la muraille d'ébène qui se dressait derrière eux. Pas une feuille ne bougeait, pas un oiseau ne piaillait. La forêt était redevenue aussi silencieuse qu'au jour de la création. « Viens », murmura Conan en prenant la main de sa compagne. « C'est maintenant que ça va devenir risqué. Si jamais d'autres dragons surgissent des bois pour nous charger... » Il n'était pas nécessaire qu'il achève sa phrase. La ville paraissait très lointaine, à l'autre bout de la plaine, plus éloignée qu'il leur avait semblé lorsqu'ils se trouvaient sur le promontoire rocheux. Le cœur de Valeria martelait si fort qu'elle avait l'impression d'étouffer. À chacun de ses pas, elle s'attendait à entendre craquer les fourrés et à voir surgir une autre créature de cauchemar aux proportions titanesques pour se jeter sur eux. Mais rien ne vint déranger le silence des fourrés. Avec le premier mile mis entre eux et la forêt, Valeria commença à mieux respirer. Sa joyeuse assurance naturelle reprit lentement le dessus. Le soleil s'était couché, et les ténèbres s'amoncelaient sur la plaine, légèrement éclairées par les étoiles qui transformaient les cactus en spectres. Pas de bétail, pas de champs cultivés, marmonna Conan,
comment font ces gens pour vivre. Ils mettent peut-être le bétail dans des enclos pour la nuit, suggéra Valéria. Et les champs et les pâturages sont peut-être de l'autre côté de la ville? Possible, grogna-t-il. Mais je n'ai rien vu depuis le promontoire. La lune se leva derrière la ville. La masse noire des murailles et des tours se profila dans sa lueur dorée. Valéria frissonna. Se découpant ainsi sombrement sous la lune, la mystérieuse cité présentait un aspect sinistre et repoussant. Conan eut peut-être la même sensation car il s'immobilisa, regarda autour de lui et grogna. « Nous faisons halte ici. Inutile d'arriver devant leur porte en pleine nuit. Ils ne nous laisseraient probablement pas entrer. De plus, nous avons besoin de nous reposer et nous ne savons pas de quelle manière ils vont nous accueillir. Après quelques heures de sommeil, nous serons en meilleure forme si nous devons nous battre ou nous enfuir. » Il se dirigea vers un bosquet de cactus qui poussait en cercle, phénomène assez fréquent dans le désert méridional, et Valéria le suivit. Il tailla une ouverture à l'aide de son épée et fit signe à Valéria d'entrer. Ici, nous serons à l'abri des serpents, en tout cas. Elle jeta un coup d'œil inquiet en direction de la ligne noire de la forêt, à quelques 6 miles. Et si un dragon surgissait des bois? Nous allons monter la garde, répondit-il, sans toutefois offrir de suggestion quant à ce qu'il ferait dans une telle éventualité. Son regard était rivé sur la cité, à quelques miles de là. Pas une lumière ne brillait sur les tours et les flèches. Masse mystérieuse, noire et titanesque, l'étrange ville se découpait sur le ciel dans la clarté lunaire. « Allonge-toi et dors. Je vais monter la première garde. » Elle hésita, le regardant d'un air incertain. Mais il s'assit en tailleur dans l'ouverture, faisant face à la plaine, son épée posée sur ses genoux, et lui tournant le dos. Sans faire d'autres commentaires, elle s'allongea sur le sable à l'intérieur du cercle hérissé de cactus. « Réveille-moi quand la lune sera à son apogée, » lui demanda-t-elle. Il ne la regarda pas, ni ne lui répondit. La dernière chose qu'elle vit, tandis qu'elle sombrait dans le sommeil, fut sa silhouette musclée, immobile telle une statue de bronze, dont les contours se profilaient sur les étoiles suspendues bas dans le ciel. Voilà. Oui. Voilà. La fin du chapitre 1. Aïe. Hop. Alors, je suis désolée. J'étais vraiment en pilote automatique. Donc c'était pas ouf. Alors, c'est pas grave, c'est souvent comme ça. Hein, c'est souvent comme ça quand on découvre un auteur. Hein, il faut le temps de s'habituer. Et en plus là il est tard, je suis fatiguée donc c'est pas évident. Mais on fera mieux les prochaines fois évidemment, on s'améliorera.